Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Triste tropique au Stade de France hier soir. Moins de 17 000 personnes dans les tribunes pour assister à ce France-Israël chargé de symboles. 0-0 au terme d'un match où l'ennui a fini par gagner tout le monde. Cyril de la Morinerie, vous avez suivi cette rencontre pour Europe 1. On redoutait les incidents à répétition. Ils ont vite été réprimés. Oui, premier incident, l'hymne israélien est sifflé par une partie du public. 15 minutes plus tard, deuxième incident, des échauffourées éclatent dans une tribune supérieure. Des spectateurs auraient échangé quelques coups, entraînant l'intervention de Stadier. Un cordon de sécurité est aussitôt mis en place pour séparer supporters israéliens et français. La soirée se termine dans le calme. Le sélectionneur israélien Ran Ben Shimon est reparti du stade avec le sourire. Merci aux autorités françaises pour l'extraordinaire dispositif de sécurité et leur accueil exceptionnel également. Des tribunes clairsemées, un match insipide conclu sur un triste 0-0. Malgré la domination des Bleus, Didier Deschamps veut passer très rapidement à la suite. C'est pas un contexte qu'on a envie de revivre, bien évidemment. Voilà. Après, c'est pas une excuse. Les Bleus concèdent le 4e 0-0 de l'année 2024 et tenteront de faire beaucoup mieux dimanche en Italie. Cyril de la Morinerie, les Bleus qui joueront la première place du groupe face aux Italiens. Le match nul d'hier soir leur assure la qualification pour les quarts de finale. Des petits moments de bonheur, il y en a quand même eu autour de ce Stade de France ultra sécurisé. Témoins ces supporters français et israéliens qui ont improvisé ensemble une Marseillaise à la fin du match. Voilà, l'enthousiasme de ces supporters français et israéliens ensemble pour une Marseillaise, ça permet de faire oublier ce piètre match entre la France et Israël 0-0 à la fin. Et vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h03. Nous partons à Toulouse, enquête ouverte après la violente agression d'un CRS par une quinzaine d'individus. Les faits se sont produits mardi en milieu de journée alors que le fonctionnaire n'était pas en service. Il a été tabassé devant sa compagne. Ses collègues s'interrogent sur le mobile. L'un de ces agresseurs l'aurait-il effectivement reconnu? Toujours est-il que ce CRS est marqué physiquement et psychologiquement. Charles L'Huillier l'a rencontré. Reportage. Le visage tuméfié, les cervicales toujours très douloureuses. Rohan n'a rien oublié du moment durant lequel il arrive avec sa compagne dans cette cité gangrénée par le trafic de drogue, au départ pour poster un simple courrier. Il y a une personne qui arrive cagoulée, il cogne très fort sur ma vitre, il me dit dégage, là on vend. Je dis non, je bouge pas. À ce moment-là, il m'a accroché du gauche en plein menton. Ma compagne, elle arrive après, elle essaie de nous calmer. Après avoir pris plusieurs coups au visage, j'ouvre la portière pour le maîtriser et il fait quelques pas, il gueule en langue arabe quelques mots et il y a un groupe d'individus qui arrivent, cagoulés, prêts à en découdre. Rohan et sa compagne décident donc de se replier dans leur voiture. C'est soit je sortais et je me prenais un coup de couteau, soit je rentrais, je mettais ma copine à l'abri. Parfois, il faut savoir partir. Une agression directement liée à sa fonction de CRS, selon Rohan, qui, quelques jours plus tôt, avait contrôlé l'un des mis en cause. Je travaillais donc sans cagoule. On a fait l'interpellation du vendeur. Il avait pas mal d'espèces sur lui. Il a dû se souvenir de mon visage et à ce moment-là me reconnaître. Depuis ce traumatisme qui va bien au-delà des blessures physiques, Rohan est en arrêt maladie. Toulouse, Charles L'Huillier, Europe 1. 2 morts par balle hier soir à Marseille, probablement liés au trafic de stupéfiants. Les 2 hommes d'une trentaine d'années ont été tués alors qu'ils se trouvaient dans un bar des quartiers nord. La politique, le Rassemblement national, un genou à terre. Un propos au choc hier de Jordan Bardella, son président hier soir chez Laurence Ferrari sur Europe 1 et CNews. Le RN ébranlé face au risque d'une disqualification politique de Marine Le Pen pour 2027. Et Marine Le Pen menacée d'inéligibilité dans le procès des assistants des europarlementaires du FN. La peine devra être exécutée même en cas d'appel selon le réquisitoire. Dans ces conditions, Jordan Bardella peut-il prendre le relais pour la prochaine présidentielle? L'intéressé fait tout ce qu'il peut pour refermer l'hypothèse. Jacques Serret. Bien que ces cadres refusent de faire de la politique fiction, le Rassemblement national voit le plan B se rapprocher. B comme Bardella, car si le tribunal devait suivre les réquisitions, le député européen serait l'unique recours pour le RN dans la bataille menant vers l'Elysée. L'hypothèse prend de l'épaisseur, même si le premier concerné la dément catégoriquement. Ce qui serait irresponsable, c'est de répondre à ce genre de questions quand on a un genou à terre. Parce qu'aujourd'hui, mon mouvement politique, il a un genou à terre. Je me prépare à exercer le pouvoir, mais pas aux mêmes fonctions que celles auxquelles Marine Le Pen se prépare. Voilà, c'est clair. Et je suis convaincu de la probité et de l'honnêteté totale de Marine Le Pen. C'est pourquoi, à ce stade, la stratégie du parti se résume officiellement à mobiliser les soutiens de Marine Le Pen pour dénoncer cette situation. Une pétition a déjà été mise en ligne. Jacques Serret du service politique d'Europe 1.
Il a dit non à la cérémonie de réouverture de Notre-Dame de Paris, mais oui à la Corse. Le pape a prévu de s'y rendre mi-décembre. L'événement s'annonce historique, même s'il reste encore quelques détails à régler. Les détails qui concernent la logistique, la sécurité et bien sûr le parcours précis. Mais dans l'esprit du souverain pontife, les choses sont claires. Il sera à Ajaccio le week-end du 14 décembre pour participer à un colloque religieux. Il l'a confirmé à Paris Match. Une joie forcément pour les catholiques corses. Reportage Frédéric Michel. Bonsoir à tous. Merci. Une fois par semaine, dans ce local de la paroisse Saint-Antoine de Mezzavia, ils sont une dizaine de fidèles à se réunir pour lire et étudier l'Évangile. Et dans ce quartier d'Ajaccio, comme partout en Corse, la visite du pape alimente les discussions. Il y a une vraie joie. En dehors du chef religieux, c'est un homme extraordinaire. Cette annonce va faire venir beaucoup de monde, pour la curiosité aussi. Bon, moi, je veux le voir, je veux le voir. Les gens qui sont partie prenante dans l'église, ils y vont pour prier, pour être en communion avec le Saint-Père et pas pour le voyeurisme. J'entends bien là ce que tu dis, c'est vrai, mais c'est quand même une forme de reconnaissance pour la Corse. C'est une forme de simplicité aussi qui montre en choisissant une petite population comme ça. Accueillir le pape, une espérance pour le père chrétien Capozzo, abbé de la paroisse Saint-Antoine. Sa visite pastorale a aussi pour but d'insuffler une certaine ardeur, d'éveiller la foi qui demeure déjà, mais qui parfois sommeille. Désormais, tout le monde attend l'officialisation de la visite. Ajaccio, Frédéric Michel, Europe. Et cette officialisation dont parle Frédéric Michel, ce n'est a priori qu'une question de jours. Des délégations du Vatican et de l'Élysée sont attendues sur place pour régler les ultimes détails de ce déplacement historique du pape en Corse. Et puis quand l'un des maîtres du polar rencontre un géant de la BD, Tardy nous offre à nouveau Nestor Burma. Du rififi à Ménilmontant, c'est le titre de cet album qui vient de sortir. Nestor Burma, détective privé imaginé par Léo Mallet. 24 ans après, Jacques Tardy a accepté de reprendre ses crayons et sa gomme pour illustrer à nouveau la série. Sébastien Bordenave. C'est en 1982 que l'immense Jacques Tardy s'attaque pour la première fois au non moins immense Nestor Burma, un personnage créé 40 ans plus tôt par Léo Mallet, auteur de romans noirs mais aussi poète, qui a commencé vendeur de journaux à la Criée, à l'angle de la rue Sainte-Anne et des Petits Champs à Paris, à l'endroit précis où il va installer plus tard le bureau de Nestor Burma. La BD du rififi à Ménilmontant suinte la gouaille des films noirs et blancs des années 50, avec des personnages comme l'Habiture, entre deux blancs secs. Il prévient Burma. Madame Manchol a refroidi son mari, il a 2 dragées dans le chou. Léo Mallet a imaginé des meurtres dans tous les arrondissements de Paris, sauf le 20e. C'est chose faite avec Jacques Tardy qui avait déjà sorti en BD Casse-pipe à la Nation, Boulevard Haussmann. Il a prévenu, du rififi à Ménilmontant sera mon dernier Burma, mais franchement, il est tellement réussi qu'il a un petit goût de reviens-y. Ah, ça c'est certain. Sébastien Bordenave, du rififi à Ménilmontant. Nouvelles aventures de Nestor Burma, dessinées donc par Jacques Tardy. Je sais que vous en êtes fan, Anissa David. Vous aussi, Christophe. Absolument, je confirme, c'est aux éditions Casterman. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1. Très bon début de journée à suivre. Les enfants d'Europe 1, votre rendez-vous quotidien avec les archives de votre radio. Avec vous, Laure d'Autriche, bonjour. Bonjour à tous. Alors que va-t-on entendre ce matin ? Dis-toi bien que si quelque chose devait me manquer, ce serait plus le vin, ce serait l'ivresse. La mort de l'acteur Jean Gabin le 15 novembre 1976. Allez, à tout de suite.